Bonsoir Michel, sous vos applaudissements. En dehors de cette douceur animale qu'est cette exposition qui a fait tant de bien au cerveau de ceux qui ont croisé vos belles œuvres et évidemment à nos regards, cher Michel, il y a cette empreinte de l'animal, la manière dont vous interprétez ces formes, dont vous nous cajolez aussi au cœur de ce vivant. Ce vivant, vous allez le découvrir aussi dans quelques secondes avec le documentaire de Laurent Gélin, ici présent, qui viendra nous en parler. Le fragile retour du lynx, Laurent qui vous propose aussi un film magnifique sur le lynx, qui est une espèce que nous connaissons trop peu, finalement, et qui pourtant est à nos portes, notamment dans les Vosges. 52 minutes pendant lesquelles, en direct, une fois de plus, c'est l'instant, eh bien, vous allez partager la création de Michel Bassompierre qui viendra ensuite nous présenter son œuvre achevée. Je ne vais pas être trop longue, juste pour vous dire qu'à l'issue de ce documentaire, Laurent Gélin et Madame la Présidente d'honneur du WWF, Isabelle Autissier, viendront ici partager aussi leur regard sur la préservation des espèces, sur le rôle essentiel d'une association comme WWF, à laquelle nous pourrons tous souscrire et compagnonner à côté d'une association comme ça vous rend plus grand, évidemment. Toutes vos questions, toutes vos impressions seront les bienvenues. Moi, j'aime beaucoup cet échange-là parce qu'il faut profiter de ce moment. Donc, les micros vont circuler pour ensuite vous donner la parole, que vous souhaitiez témoigner ou que vous souhaitez interroger ou Michel Bassompierre, ou Laurent Gélin, ou Isabelle Autissier. Voilà, j'évoquais le WWF, le travail essentiel de cette association, et j'aurais que vous accueilliez Madame Chiara de Bourbon des Deux-Siciles, l'une des ambassadrices phares du WWF. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour célébrer notre lien profond avec la nature et l'art, dans le cadre de cette conférence dédiée au thème Art et sciences au service de la nature. Il n'y a pas de sujet plus inspirant que celui qui nous réunit ici, la préservation de la vie sous toutes ses formes. L'art et la conservation de la nature ont une mission commune, celle de révéler la beauté et surtout, je dirais, la fragilité du monde qui nous entoure. Je tiens à féliciter Michel Bassompierre pour son talent exceptionnel et son travail remarquable qui met en lumière les merveilles de la nature à travers ses sculptures. Magnifique, bravo Michel. Son travail m'inspire énormément, même si je n'ai jamais eu l'occasion moi-même de pratiquer la sculpture, car depuis toujours je me dédie à la peinture, donc principalement au dessin aussi, notamment des paysages et des animaux. En tant que fière ambassadrice du WWF pour la France et l'Italie, j'ai eu l'honneur de suivre de près les efforts remarquables menés par cette organisation pour la sauvegarde des espèces et la restauration des différents écosystèmes de notre planète. Le respect et la bienveillance ont toujours été des valeurs fondamentales pour moi. Et c'est grâce à mon père que j'ai découvert la beauté de la campagne, de l'agriculture et des vignes, tout en apprenant l'importance de la famille, de la transmission et surtout de la communauté. À travers mes voyages en Afrique et en Asie du Sud-Est, j'ai vu de mes propres yeux les ravages de la déforestation et la perte de la biodiversité. Ce qui m'a vraiment choquée et m'a incité encore plus à renforcer mon engagement envers la protection de la nature. Soutenir le WWF, c'est bien sûr participer, bien évidemment, à les financements, puisque cette fondation reconnue d'utilité publique œuvre grâce à nos dons. Mais c'est aussi, comme je peux le faire, et j'essaye de le faire le plus possible, sensibiliser notamment la jeune génération, comme moi, sur les réseaux sociaux, afin de transmettre ce message d'espoir et surtout d'action. Malgré les défis, je reste très optimiste quant à l'avenir. Il existe un mouvement mondial croissant en faveur de la durabilité, avec des solutions innovantes sur les questions énergétiques et des technologies avec moins d'empreintes sur nos écosystèmes. Je participe très souvent à des conférences où l'art, l'architecture et la technologie convergent pour créer des projets durables, incroyables, tels que le Bosco Verticale à Milan, le Masdar City aux Émirats arabes unis et le Pixel Building en Australie. Mais nous le savons tous, pour respecter les cadres des accords de Paris et faire la différence,
il va nous falloir réinventer de nombreux modèles, repenser nos modes de vie et surtout laisser sa place au monde sauvage. Prenons l'exemple du lynx en France, puisque c'est un des thèmes de la soirée. Comment pouvons-nous concourir à la restauration de sa population qui, avec moins de 150 individus, ne peut plus jouer son rôle d'espèce parapluie et protéger ainsi en cascade des myriades d'espèces végétales et animales avec lui? Je sais que le WWF a pour objectif de doubler les populations de cette espèce à court terme, mais ce ne sera possible qu'avec votre appui et l'appui de différentes institutions. Nous, la jeune génération d'aujourd'hui, sommes prêts à relever ce défi. Nous sommes une génération résiliente et déterminée à préserver notre planète pour les générations futures. Plus que jamais, nous croyons en un avenir où l'harmonie et la nature, entre l'homme et la nature, ne sera pas un rêve, mais une réalité. Je m'engage et je vous invite tous à vous engager avec moi ce soir et toujours pour protéger notre patrimoine naturel aux côtés notamment du WWF, d'Isabelle Autissier, Benjamin de Pongeville et de toute l'équipe. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, Chiara de Bourbon des Deux Siciles, pour ces mots très choisis, pour votre énergie aussi communicative. Je voudrais que Laurent Gélin nous rejoigne quelques secondes, vraiment quelques instants, pour vous présenter dans le contexte qui est le nôtre ce soir, le documentaire que vous allez avoir sous les yeux pendant 52 minutes. Bonsoir Laurent. Bonsoir à toutes et tous. Dites-nous simplement qu'il existe un film, Lynx, à côté de ce documentaire. En quelques mots, dans quelles conditions avez-vous tourné pour aboutir aux images que nous allons voir? Alors c'est un petit peu une partie de ma vie qui a été particulière puisque ça fait 15 ans que je travaille sur le lynx boréal, tout simplement parce qu'en fait c'est un animal qu'on ne voit pas ou quasiment jamais et il n'y avait jamais eu d'image faite dans son milieu naturel. Donc au début j'y suis allé avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'un an et demi que je n'avais pas encore vu l'animal, eh bien, le projet allait être un petit peu plus long que prévu. Le documentaire que vous allez voir en fait a été fait parce que le lynx boréal a été réintroduit au début des années 70 en Suisse et en fait 72 et ça faisait 50 ans que le lynx était revenu en Europe de l'Ouest. Donc ce documentaire-là était un petit peu pour l'anniversaire. Et puis en parallèle de cela, j'ai fait effectivement un film cinéma qui est sorti en début 2022 dans les salles, qui s'appelle Lynx tout simplement. Et là j'ai mis 7 ans pour réaliser le film. Voilà, donc c'est une petite obsession de ma vie. Voilà. Une œuvre, une de plus. Merci, cher Laurent. À tout à l'heure. Bonne projection à vous tous. Monsieur Maestro. Voilà pour cette immersion auprès de cette espèce magnifique, si attachante, et de ce travail de recherche et votre travail très fort, Laurent Gélin, dont on va parler tout de suite. Je vous propose de nous rejoindre, Laurent Gélin, Isabelle Autissier. Le temps, parce que vous avez assisté à un moment d'exception. C'est une première pour moi, alors je découvre comme vous un maître en train de créer. Et voilà cet animal qui, sous le couteau, les doigts et les gestes de Michel Bassompierre, est en train de prendre forme depuis une petite heure. Vous voyez son profil, vous voyez ses formes s'arrondir. Ce regard qui commence à s'installer aussi. C'est absolument époustouflant ce que vous faites, Michel. Je crois qu'il y a une grande émotion aussi qui saisit la salle. Isabelle, je vous en prie, pardonnez-moi. Allez-y, parce que peut-être dire un mot, oui, de l'artiste, là, avant de parler du documentaire, parce que c'était l'autre événement du soir. Oui, bah l'événement, c'est Michel, quoi. C'est son travail, c'est évidemment le travail de Laurent aussi, mais on en parlera. Moi, ce que j'aime énormément dans le travail de Michel, c'est nature et culture, quoi. C'est comment cette nature nous inspire, comment cette vie sauvage nous provoque une émotion, voilà, et comment est-ce qu'on est capable de la traduire en art, donc de la repenser, de la revisiter, de remettre autre chose, enfin quelque chose d'humain
à l'intérieur, avec, aux côtés, je ne sais pas comment dire, de l'animal sauvage, et donc de réaliser cette espèce d'osmose, que finalement, on est ensemble sur cette belle planète, quoi, et voilà. Et c'est fou, hein. Vous aviez déjà assisté à une œuvre ainsi façonnée? Michel nous a fait le grand plaisir, le grand honneur pour les 50 ans du WWF Oui. de nous offrir aussi un travail comme ça. Et c'est vrai que on s'en lasse pas quand même. Hein. Vous êtes probablement nombreux à suivre. Moi non plus, je ne m'en lasse pas. Vous voyez, vous avez devant vous un vieil enfant qui continue à faire ses jouets. Laissez-moi jouer, laissez-moi rêver. Oh, je vous laisse jouer un petit peu, puis on en parle ensuite, hein, cher Michel, c'est magnifique. Alors Laurent, bon, avant de parler du travail de Michel, on a assisté à votre œuvre à vous, à ce travail, vous parliez d'une quête et d'une obsession, 7 ans pour un film. Ce documentaire vous a aussi amené aux côtés des chercheurs pour découvrir une espèce que nous, grand public, connaissons peut-être assez peu en vérité, les espèces sauvages en France. C'est le loup, c'est l'ours dont on parle beaucoup plus. Alors, il s'avère qu'il y a quelques jours, une petite lynx a été découverte sur le bord d'une route, accidentée dans le Jura. Elle a été confiée au centre Athéna dans le Jura. Cette petite est vivante, elle sera sauvée. Donc voilà, une automobiliste qui sauve ce petit être, on en a vu ici. Ça, c'est assez rare que ça se termine plutôt bien pour elle. Ça peut être le début d'une histoire pour cette femme qui l'a recueillie et qui peut-être sera sensibilisée. Qu'avez-vous à nous dire sur cet animal que vous avez approché de si près, Laurent Gélin? Bon, alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le documentaire et je tiens quand même à vous féliciter parce que je trouve que le documentaire rentre quand même pas mal dans les détails et pour des gens qui connaissent vraiment pas l'animal, si vous avez retenu au moins un quart des informations, vous êtes presque des spécialistes. C'est vrai que quand on travaille énormément sur une seule espèce, voilà, un documentaire comme ça vous semble un petit peu le prolongement des choses normales, mais un public qui n'est pas averti, je vous ai trouvé très patient. Je crois que, d'abord, comme disait Michel tout à l'heure, il se comparait à un gamin qui faisait ses jouets. Moi, j'ai encore la chance, à 50 ans, de faire mes cabanes dans la forêt et d'attendre. Et dans ces cabanes, j'attends les animaux. Donc voilà, mon fils me dit que mon travail consiste à s'habiller en sapin et attendre le lynx. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un espèce de livre ouvert avec des pages blanches, puisque quand je suis arrivé donc dans le Jura suisse, j'ai pas l'accent suisse puisque je suis breton. En fait, j'ai eu la chance de voir que c'était un animal qui n'avait jamais été filmé, jamais été photographié. Alors, vous imaginez bien que pour un cinéaste et un photographe animalier, c'est une énorme chance, parce qu'un animal aussi charismatique que ça, les gens d'ailleurs, même dans le Jura, certains ne savaient pas qu'il y avait du lynx à l'époque. Donc c'est évidemment une superbe opportunité pour travailler à fond sur cet animal. Et puis maintenant, ce documentaire et surtout le film cinéma, qui est un petit peu plus poétique que celui-ci, sert, en fait, c'est un outil. Donc je travaille beaucoup maintenant avec un public. Alors j'ai fait beaucoup le public averti, donc des naturalistes, des gens qui sont déjà convaincus, des gens du WWF et autres. Mais ce que j'aime toucher maintenant, c'est un public qui n'est pas sensible à ça, en fait, et qui va découvrir. Donc le documentaire sert en ce moment beaucoup dans les fédérations de chasse, notamment dans l'Est de la France. Alors parfois les débats sont animés, je ne vous le cache pas. Mais je crois que j'ai la chance, en tout cas, d'avoir travaillé pendant 15 ans sur cet animal, et donc j'ai un regard, même avec les chasseurs belliqueux. Oui. Ils comprennent un petit peu que j'ai travaillé un petit peu sur cet animal et donc respectent un petit peu mon point de vue. Le rapport des chasseurs français au lynx n'est pas celui des chasseurs français au loup. C'est d'abord une espèce qui est moins invasive, qui est beaucoup moins présente. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes préjugés, les mêmes a priori encore en 2024. Ouais, c'est assez compliqué. Le fait de dire les chasseurs, c'est déjà, ça englobe trop de catégories. Et en fait, en réalité, dans le Jura, on se rend compte que le type de chasse permet quand même la viabilité de la population de lynx, alors qu'effectivement, dans le Grand Est, la zone des Vosges notamment, il y a beaucoup d'argent qui est engagé dans la chasse.
Il y a des locations de patentes, des locations de territoire. Et là, effectivement, que ce soit loup ou que ce soit lynx, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'acceptation. Ce qui vous a intéressé, c'est peut-être un peu comme Sylvain Tesson avec sa Panthère des Neiges, c'est que justement ce lynx avait été si peu filmé, si peu approché, que vous en avez fait une quête aussi, quelque part, Laurent Gélin, puis ensuite une nécessité de montrer cet animal au grand public. Oui, alors c'est un mélange de tout. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un territoire comme le Jura, que j'aime beaucoup, et vous savez qu'il y a une petite panthère qui se balade et que personne ne l'a filmée, et que quand vous allez... moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de photographier du jaguar, du tigre, du léopard. Je ne pouvais pas décemment me dire que j'allais dormir sur mes deux oreilles et ne pas essayer au moins de le photographier au moins une fois, quoi. Ils sont combien, les lynx en France aujourd'hui, recensés, connus? Alors, il y a une 150 individus à peu près dans la chaîne du Jura, français et suisse. Il y a malheureusement 10 individus dans les Vosges, puisque la population a été vraiment décimée au début des années 2000. Et dans les 10 individus, il y a 9 mâles et une femelle. Une femelle qui a traversé la frontière. Vous avez vu tout à l'heure, à la fin du documentaire, on voit qu'il y a une réintroduction dans le Palatinat en Allemagne. Puis il y a quelques individus qui commencent à traverser la frontière. Donc on peut espérer qu'il y aura quelques individus qui vont se reproduire. Et puis quelques dizaines dans les Alpes, mais c'est très très fragmenté dans les Avec Alpes. la difficulté que vous évoquez là, de la consanguinité. Voilà. Toutes les raisons qu'expose ici Laurent Gélin font que c'est un combat évidemment aussi pour le WWF, et c'est une espèce symbolique. Oui, on n'a plus beaucoup de grandes espèces sauvages en France. En gros, on a le loup, le lynx et l'ours comme grandes espèces sauvages. Et ce qui est très intéressant, ce qui est bien montré dans le film, c'est le rapport entre le milieu et l'animal. C'est-à-dire que nous avons besoin, nous les hommes, nous avons besoin d'avoir ces espèces sauvages avec nous. Quand on voit, moi ce que ça m'a aussi inspiré, c'est quand on voit le travail, l'attention et l'effort de tous ces gens pour sauvegarder des petites populations, on se dit mais on les a exterminées, ces populations, quelle bêtise d'avoir, voilà, bon, alors on a fait ça il y a pas mal de dizaines d'années, mais voilà, protégeons ce qu'on a, ce qui nous reste, c'est évidemment le travail du WWF autour de ces grandes espèces. Nous évidemment, on agit en collaboration avec les scientifiques, on va pouvoir financer par exemple des études, on va aussi travailler sur ce qui a été dit, c'est comment est-ce qu'on arriverait à faire des corridors entre les différents endroits où il y a des lynx, par exemple, pour que justement la diversité génétique puisse se renouveler. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'on l'a vu, il y a des voies ferrées, des autoroutes, voilà. Donc, quel est le comportement de l'animal? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer pour y faire face? Et puis, ce qui est crucial, c'est comment est-ce qu'on apprend ensemble à vivre avec la vie sauvage. Il y a les chasseurs, il y avait la dame au début là, qui disait qu'elle avait peur que un gros chat lui saute dessus. Le lynx, il allait grimper, on avait l'impression qu'il allait aller lui chatouiller les doigts de pied dans son lit, quoi. Donc, comment est-ce que, à travers le film magnifique, à travers des réunions, à travers... on refait la paix avec la vie sauvage, qu'on l'accepte, qu'on est capable de défendre quand il faut défendre des troupeaux. Oui, bien sûr, les éleveurs, ils ont aussi droit d'avoir la paix pour leurs troupeaux, mais voilà. Arrêtons de faire la guerre, essayons de faire la paix avec la vie sauvage, ça c'est vraiment le cœur du métier du WWF. Et cette fragilité, vous la connaissez, la fragilité de ces espèces, c'est très clair, très explicite et très bien dit dans votre documentaire, Laurent Gélin. C'est un des messages très forts, c'est que cette espèce joue un rôle primordial dans nos forêts. Et ça, on l'apprend. L'absence du félin se ressent sur la dynamique de la forêt, sur la splendeur de la végétation. C'est cette chaîne, cet écosystème, cette biodiversité qu'on touche là très clairement du doigt avec cet animal symbolique. C'est ce que j'aimerais répéter, c'est qu'en fait, au début des années 70, les gens qui ont voulu réintroduire le lynx, en fait, c'était le chef des chasseurs en Suisse et les bûcherons. Parce qu'effectivement, on appelle, il y a la régénération des forêts, et en l'occurrence, il y avait du chamois et du chevreuil, et que ces grandes hardes d'herbivores
il y a un terme un peu barbare qu'on appelle l'abroutissement. L'abroutissement, c'est en fait les herbivores qui mangent les toutes jeunes pousses d'arbres et qui empêchent justement la régénérescence des forêts. Et effectivement, il y avait dans l'Oberland bernois notamment la forêt qui stagnait, en fait, qui ne poussait plus. Et ils ont eu l'idée d'abord de réintroduire des ours. Puis ils se sont dit c'est peut-être pas forcément une bonne idée, l'ours, dans le premier maillon. Les loups, c'est effectivement très très polémique. Et puis ils ont réintroduit un couple de lynx. Et ils se sont effectivement rendus compte assez rapidement que les grandes hardes de chevreuil, les grandes hardes de chamois ne disparaissaient pas, mais se diluaient dans toute la forêt. Et par conséquent, les jeunes pousses reprenaient. À ce moment-là, les chasseurs ont compris que le lynx était un auxiliaire. C'était plutôt un auxiliaire, plutôt pour les forestiers, mais il y a encore du chemin à faire chez les chasseurs. Ah oui, vous le disiez, hein, Isabelle, cohabitons, faisons la paix, considérons que nos rôles à jouer sont propres à chaque espèce, en vérité, et qu'on peut repenser, réaménager ces espaces ensemble. Oui, c'est vrai que quand on regarde, si on fait un focus un peu plus large sur l'ensemble des espèces de cette planète, ce qui est terrible pour les espèces sauvages, c'est que nous leur prenons leur territoire. Un lynx, il a besoin d'un certain nombre de dizaines de kilomètres carrés, comme un jaguar, comme un loup, comme un ours. Et au fond, ils ont de moins en moins de territoire, ce qui fait que du coup, ils se reproduisent moins bien, ils se nourrissent moins bien. Et du coup, il y a des interactions avec les sociétés humaines qui peuvent être pas bonnes pour les humains. Je vous rappelle que, par exemple, une bonne partie des pandémies au niveau mondial sont dues à des passages de virus entre des espèces sauvages qui avant étaient au fin fond de la forêt, donc qui avant ne voyaient pratiquement jamais des hommes, et puis qui petit à petit, parce qu'on a commencé à couper les forêts, parce qu'on s'est rapproché finalement, nous, de ces espèces sauvages, et ben on a eu des cas un certain nombre de grandes pandémies de passage entre les espèces sauvages et les espèces animales. Donc c'est notre intérêt aussi, s'il faut voir que ça, de laisser de l'espace. Donc ça, c'est beaucoup l'agriculture industrielle, une partie le développement des villes, etc. Pour parler encore quelques instants de cette espèce du lynx, Laurent Gélin, quelle est la politique en cours en France sur les lynx? On connaît, il y a peu de temps encore, le positionnement de l'Europe sur le loup et sur l'abaissement dans son statut de protection. Le lynx, qu'en est-il? Alors il y a un PNA, un plan national d'action dont je fais partie d'ailleurs dans la communication. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ça de l'intérieur. Le VVF en fait partie également d'ailleurs. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des lobbies qui sont assez puissants. Et dès le tout début du PNA, il y a un syndicat ovin et puis une fédération, je ne dis pas toutes les fédérations, mais une fédération de chasse qui s'est opposée à toute réintroduction. Et quand je parle de réintroduction, c'est aussi du renforcement. C'est-à-dire que ce qui serait plutôt intelligent de faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'un animal a été tué, braconné, on pourrait, c'est ce que font les Allemands d'ailleurs, c'est les remplacer par deux femelles d'un pays étranger, ce qui permet d'abord de faire passer un message à certains chasseurs qui seraient susceptibles de braconner, c'est de dire si vous en tuez un, on vous en remet deux. Et puis génétiquement, ça ramène du sang neuf en fait. Et ça, ce serait vraiment très intéressant. Les Allemands le font, mais malheureusement, dans le PNA français, ça a été bloqué dès le début. C'est un petit peu dommage. Ceci dit, la population des Vosges se porte plutôt bien. Dans le Jura, la population se porte bien. Dans les Vosges, par contre, je le disais tout à l'heure, elle est quasiment inexistante. Donc il faudrait très clairement maintenant réintroduire des individus qui viennent de Roumanie notamment, puisque maintenant on a pas mal puisé dans le stock des Slovaques. Ce qui serait bien, c'est du sang neuf de Roumanie. Voilà, pour passer ces messages, nous avons plusieurs médias essentiels. Les documentaires en sont une preuve vivante, et le rôle des associations que vous représentez, notamment, Chiara a commencé d'en parler, mais vous-même, présidente d'odeur du WWF, est essentiel. D'ailleurs, vous soutenez l'œuvre de Michel Bassompierre, et on y reviendra. Les équipes du WWF sont aussi là ce soir. C'est le moment aussi de parler avec elles. Si vous voulez, si vous avez envie de connaître un petit peu mieux nos programmes, on a un gros programme sur le lynx, on a un programme sur le loup, on a des programmes sur des espèces évidemment à l'autre bout du monde, comme les éléphants. Et puis on a des programmes sur les milieux, c'est très important. Par exemple, moi le marin, on a un programme sur les herbiers de Posidonie, c'est essentiel pour la vie marine, c'est là que les poissons vont frayer, c'est là que ça va
produire énormément d'oxygène, ça va capter du carbone. Donc les herbiers que vous voyez peut-être pour certains en Méditerranée, dans quelques endroits, sont en mauvais état. Et les équipes replantent. Hein. Voilà. Ouais. Et donc on a des gros programmes aussi pour non seulement protéger, mais aussi redonner de la place à la nature. Donc je vous invite à aller là. En sortant, vous trouverez des gens du WWF qui pourront vous renseigner si vous voulez connaître un petit peu mieux ce qu'on fait Vous sur le trouverez terrain. des raisons d'espérer, le dynamisme des équipes et leur énergie et leur optimisme. Il est à mettre en avant, Oui, Isabelle. moi souvent je dis que quand j'ai un peu le blues, il suffit que j'aille au WWF et que je vois les gens qui en général ont plutôt entre 30 et 35 ans, qui ont une pêche d'enfer, quoi, hein, et qui mettent toute l'énergie, tout le talent, toute leur bonne humeur aussi, parce que je pense que voilà, ça crée quelque chose de joyeux, de se dire qu'on se bat pour cette biodiversité, qu'on se bat pour cette nature. Et voilà, donc moi, je les remercie tous les jours aussi, parce qu'ils me donnent... Il me donne à espérer, vraiment. Bon, on en a besoin de l'espoir parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles à conjurer et je crois que vous pouvez nous énoncer un peu en avant-première ce que donne le rapport sur l'évolution de la vie sauvage que vous allez publier dans quelques jours. Depuis presque 50 ans maintenant, le WWF, avec les communautés scientifiques dans le monde entier, suit l'évolution de populations de vertébrés sauvages. Donc aussi bien des vertébrés évidemment de terrestres, mais aussi d'eau douce et d'eau de mer. Et c'est terrible. Et ça ne s'arrange pas. Et malheureusement, notre rapport, donc le rapport international va sortir dans une dizaine de jours. Il est encore pire qu'il y a 2 ans, puisqu'on le sort tous les 2 ans. Il y a 2 ans, on était à... Donc depuis qu'on fait ce travail, donc depuis une petite cinquantaine d'années, on était à moins 69%. Sur les vertébrés sauvages. Et là, ça va être pire, malheureusement, en particulier sur l'eau douce, parce que l'eau douce, c'est un désastre, en particulier à cause des polluants issus de l'agriculture, issus de la chimie, issus de... qui vraiment font un tort considérable, alors que là aussi, pour qu'on ait des rivières vivantes, on a besoin de tous ces animaux. Donc, oui, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais il faut le voir aussi comme le fait qu'on va se battre encore plus, parce que tant qu'on est là, on va se battre. Avec vos programmes ciblés, voilà, et c'est un travail que vous mettez en lumière sur le site aussi du WWF, avec les équipes ici présentes que vous pouvez interroger. Laurent Gélin, la place aussi du réalisateur et de l'homme de nature, c'est de sensibiliser, je le disais, en dehors du lynx, c'est ce que vous avez des combats de prédilection et des messages à diffuser. C'est un petit peu ce que fait Michel, ce que je fais, ce que plein de photographes font également. C'est-à-dire qu'il y a un petit maillon qui manque entre un public, comme j'imagine que vous n'êtes pas souvent dans un affût, mesdames, messieurs. Et c'est mon travail de le faire et puis de montrer les choses qu'il est difficile de voir en fait. Il y a des espèces, comme le lynx par exemple, évidemment qu'il est très très difficile d'observer. Et si on n'a pas d'image, on ne sait pas que ça existe. Et par conséquent, mon métier, c'est d'essayer justement de montrer ces animaux. Moi, ma particularité, c'est de travailler sur le long terme pour essayer de bien cerner ce problème et de pouvoir me sentir légitime ensuite et pour défendre certaines espèces. Avec des publics à gagner, vous parliez des publics de chasseurs. Travailler avec les lobbies, c'est encore un espoir. Oui, on parle de chasseurs, je parle aussi des forestiers, parce que le rôle de l'OFB, par exemple, de l'OFB, mais de l'ONF est très très important. Et malheureusement, la politique n'est pas forcément dans le sens de la biodiversité. C'est vrai que les chasseurs, on tape beaucoup dessus. Mais en réalité, il y a aussi d'autres acteurs sur lesquels il faut travailler pour pouvoir changer quelques idées et puis des petits leviers. Alors moi, j'essaie de faire ça avec mes images. Isabelle ? Oui, non, moi je pense que c'est essentiel, quoi. Enfin, vraiment, merci à vous deux. Parce que oui, on a besoin de passerelles. Tu le dis, on n'est pas souvent la nuit en train de carapater dans les forêts du Jura ou d'ailleurs. Et on a besoin de s'approprier en quelque sorte, de voir, de s'émerveiller, de comprendre la vie de cet animal, de comprendre les dangers, de comprendre les solutions. Enfin, voilà. Et vraiment, moi j'insiste aussi, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et c'est vraiment notre job aussi, même les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut aller les chercher un par un, il faut aller vraiment faut trouver un langage pour parler avec eux, il faut arriver à échanger, il faut arriver à les convaincre.
Encore une fois, c'est pas la guerre. C'est pas les organisations environnementales qui font la guerre à je sais pas qui, aux chasseurs, à l'État ou que sais-je. Non, c'est vraiment sur un pouvoir de conviction. Et Oui. nous, on sait que plus il y a de gens derrière nous, plus il y a de gens qui partagent notre point de vue, plus il y a de gens qui vont être autour de nous, plus notre parole sera entendue au fond. Dire que c'est un devoir citoyen que de définir son rapport au vivant aussi, hein, et sa place dans cet écosystème. Vous savez, moi je vous recommande de faire une petite expérience que j'ai eu la chance de faire souvent. Moi, je la fais sur le bateau. Essayez d'aller dans une forêt ou dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, la nuit, Oui. un jour où il fait beau, et puis vous levez la tête, et vous voyez quoi? Vous voyez le ciel tout noir et les étoiles. Et là, vous vous dites, waouh, il y a le cosmos. Dans le cosmos, il y a un petit grain de poussière minuscule qui s'appelle la Terre. Et sur ce petit grain de poussière, il y a la vie. C'est quand même quelque chose de... Voilà, dans tout ce que je vois, il n'y a pas la vie. Sur la Terre, il y a la vie. Et donc, il y a nous. Et bien, si ça, on ne sait pas le défendre, si on ne sait pas faire tout ce qu'on peut pour garder la vie sur cette planète et pouvoir, nous, on en bénéficie tous les jours, continuer à en bénéficier, mais faire en sorte aussi que ces espèces sauvages, elles puissent vivre libres, qu'elles puissent vivre leur vie normale avec ce qu'on appelle les services écologiques, hein, tous les services que nous rendent cette biodiversité. Si on ne sait pas protéger ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Il y a ce combat bel et bien que vous exprimez si bien. Il y a la spiritualité, il y a l'art. L'artiste Michel Bassompierre est en train de terminer cette œuvre qui s'est façonnée sous vos yeux. Ce gorille qui nous rappelle voilà, cette incroyable filiation aussi, ce rapport si proche que nous avons avec l'animal sauvage. L'art, vous l'avez exploré aussi, vous-même par l'écriture, Isabelle Autissier, qui permet de dire tant de choses différemment peut-être qu'un combat plus politique, pour certains plus idéologique. C'est un autre média. Oui, mais parce que la nature, elle nous donne ça aussi. Elle nous rend intelligents, elle nous rend sensibles, elle nous rend bons, je pense. On en a besoin et c'est un tel... voilà, c'est tellement lumineux d'aller sur l'océan, d'aller en forêt, d'aller des fois dans une nature assez simple, entre guillemets. On n'a pas forcément besoin de courir à l'autre bout de la planète. Je pense que ça fait vraiment partie des besoins existentiels de l'homme de partager cette beauté. Je pense que c'est quelque chose qu'on a enfoui au fond de notre cerveau qui nous vient du fond des âges, que ce lien avec la nature. Et donc, le cultiver avec nos enfants, le cultiver avec nos amis, retrouver ce lien qui nous fait vraiment un bien fou et qui nous inspire comme on le voit là. Monsieur a signé. Si vous avez signé Michel Bassompierre, c'est que l'œuvre est achevée. On peut le dire. C'est une esquisse. Vous avez reconnu évidemment un cochon d'Inde. Non, mais je pense que le thème de protection là, actuellement du WWF, c'est gorille. Alors je dis bon, ça faisait un mois et demi que je n'ai pas fait de gorille. J'en ai fait un. Ça m'échappe. Oui, mais je pense, pour résumer, il faut que tout le monde, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes d'esprit avec nous, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à vous dire. L'être humain, si c'est vraiment un être supérieur, s'il est en haut, il n'a plus aucun droit, il n'a plus que des devoirs. Donc notre devoir, c'est d'être le grand frère de la nature, observer, admirer, protéger. Et puis, c'est le plaisir quand même. C'est tout ce que j'ai à dire, pas grand-chose. Et puis, surtout, rêver. La nature permet de rêver. Voilà. Michel, la nature permet de... Bravo, d'abord. La nature, elle permet de rêver. Vous nous autorisez à rêver la nature en créant ces œuvres. C'est-à-dire que le gorille, vous l'avez entre les mains. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de le miniaturiser, que vous êtes dans le moindre de ses plis, dans le moindre de ses poils, vous êtes dans son regard, vous êtes sous ses bras. C'est ça qui est magique avec vous,
la douceur animale, ça vous va bien, y compris pour ces espèces qui ont tant d'envergure? Oui, bon, j'ai pas de mérite. Hein, ça fait plus de 50 ans que je suis sorti des Beaux-Arts. Donc ça fait, vu mon âge, je dirais que ça fait presque, oui, ça fait presque 65, 70 ans que je fais des animaux depuis tout petit. Donc j'ai pas de mérite, quoi. Mais donc, je On va vous en dirais, donner, nous, alors. dans ma tête, dans ma tête, on est 4 à bosser. Hein. Il y a l'animalier, celui qui connaît bien l'animal, hein, qui a passé des nuits en forêt, là aussi, tout seul, pour, pour vivre la forêt, pour vivre la nature. Donc l'animalier. Il y a l'anatomiste, ça c'est très important. Mm. Passer beaucoup de temps dans les muséums d'histoire naturelle pour étudier les squelettes, pour comprendre les proportions, comprendre le mouvement de l'animal, puis l'observation évidemment dans les zoos, dans les cirques. Et puis il y a le dessinateur. Au Beaux-Arts, on faisait des croquis de 10 secondes. Toutes les 10 secondes, le modèle changeait de position. Donc, en 10 secondes, on avait saisi l'essentiel. Et ça sert énormément pour l'animal en mouvement. Hop, on arrive à travailler, ça rentre dans notre cerveau, quoi. Et puis, le dernier à bosser, c'est le sculpteur. Mais finalement, les deux grands derniers mots, c'est quand même le dessinateur qui donne l'esprit et le sculpteur qui donne la forme. Voilà, donc on travaille à 4, puis on s'entend pas trop mal. Parce que J'ai l'impression que vous avez bien bossé ensemble. J'ai encore une Oui. partie de mes cheveux, donc ça doit aller. Quand vous donnez naissance, par exemple, à cet animal, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous nous l'offrez, vous nous l'avez taillé là sur pièce en direct. En réalité, je ne l'offre pas. Je me fais mon jouet sans penser aux autres. Je suis un petit garçon égoïste. Je suis un homme, donc je suis un petit garçon égoïste, quoi. Bon. Sauf que j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire visuelle. Bon, j'ai peut-être une facilité pour ça. Je suis nul en cuisine, je suis nul. Et deux choses qui me touchent, c'est ce qui est beau à voir, ce qui est beau à entendre. La première chose pour moi, c'est la musique, c'est ce qui est le plus beau. Ça transporte l'âme. Et puis la sculpture, la peinture, la danse, tout ça, tout ce qui est beau à voir, ça transporte l'esprit. Donc, je pense que c'est nourrissant. Ce qui a été très beau à voir, Michel, c'est que nous avons échangé, nous avons partagé ce documentaire et que vous étiez là sous votre lumière avec vos mains, votre couteau. Rien ne vous a dérangé. Vous étiez ensemble, là. Vous étiez tous les 4, tous les 5 ensemble. J'étais dans ma bulle. Je vous excuse, évidemment. On n'a pas fait de bruit, alors... Normalement, il devrait y avoir un chahut, mais non, il n'y en a pas. Non, je me suis occupé de personne. J'étais avec lui. C'est ça, vous étiez avec lui. J'étais avec lui. Vous n'êtes pas si nombreux à pouvoir le faire, j'imagine ça. Et qu'est-ce que vous lui disiez? Bouge pas. Bouge pas, je n'ai pas terminé. Voilà. Il n'est pas génial, Michel Bassompierre. Je n'ai pas fini, hein. Mais je voudrais que Laurent, regardez, on vous voit aussi dans votre atelier ici. C'est où chez vous, rappelez-le-nous? Là où on vous voit dessiner, sculpter là, votre éléphant. Moi, je suis caché, évidemment. J'ai un petit bois derrière chez moi, donc mon idée, c'est toujours de me cacher. Comme tous les ours, hein, si on dit que les oiseaux se cachent pour mourir, hein, bien, les ours, eux, se cachent pour vivre. Donc, je me suis caché. Donc, je suis dans l'ouest. Voilà. Pas très, très loin de la mer, mais ce n'est pas la mer qui m'attire. C'est mon atelier. Voilà, ce sont mes dessins. C'est pouvoir créer dans mon secret. C'est un secret que vous nous avez un petit peu livré ce soir. Je vous en remercie. Parce que ça aussi, c'est un beau cadeau. Laurent Gélin, voilà. Qu'avez-vous à dire? Parce qu'on commençait un petit peu à parler de ce rapport à l'art qui peut diffuser une autre image aussi de l'animal, une autre philosophie qui fait du bien quand c'est fait avec tant d'aisance comme Michel. Michel me disait que... Enfin, moi, je suis en train de me targuer d'avoir fait un projet de 15 ans sur le lynx, puis il me dit, oui, mais tu sais, en fait, moi, ça fait 50 ans que pour être bon, il faut 50 ans, donc j'ai encore du boulot, en fait, c'est ça que tu me dis. Oui, mais c'est bien, tu y crois. Quand on y croit, il n'y a pas d'âge. À mon âge, il me reste une trentaine d'années à faire, normalement, si j'ai bien calculé. Ça devrait aller. Vous me disiez quelque chose de très juste, Isabelle, tout à l'heure, c'est que Michel ne reproduit pas.
l'espèce. Il la sublime, Michel, c'est un il artiste. l'arrondit. Michel, c'est un artiste, donc voilà, il ressent les choses à travers. Enfin, je sais pas, je pense qu'on ressent tout ça. On ressent quelque chose à travers une œuvre. Je pense que c'est ça qui est merveilleux chez les artistes, c'est que ils arrivent à partager une émotion et partager une pensée à travers un film, à travers une sculpture, à travers un dessin, une musique, une danse, un texte. Voilà, je trouve que ça, c'est pour le coup un peu la beauté de l'esprit humain, mais utilisons-le effectivement pour créer ce lien avec la nature. Mais voilà, c'est pas une photo. Ça, voilà, il n'a pas cherché à faire un animal qui ressemblerait trait pour trait à une photo. Voilà, c'est celui de Michel Bassompierre. C'est son émotion à lui, c'est sa vision à lui, c'est sa façon de traiter la douceur de l'animal. C'est son ça. humanité qui transparaît. Et l'humanité qui transparaît du regard de ce gorille, parce que moi, c'est ce qui m'émeut, mais j'imagine que vous ressentez exactement la même chose là. Il nous regarde et son regard est né sous vos doigts en quelques minutes. C'est probablement le plus bouleversant. Alors, vous nous disiez en souriant ce que vous échangiez comme mots l'un et l'autre avec votre création, Michel, mais il a l'air de nous dire tant de choses. Tant de choses. Il a pitié de nous. Il a pitié, ouais, mais on dirait. Quand vous êtes au milieu de toutes vos œuvres, toutes vos sculptures, dans votre atelier, Michel, est-ce que vous vous sentez petit parfois? Non, je suis en famille. Non, ça va. Donc c'est une partie de mon arche de Noé qui s'est déversée dans l'atelier, quoi. Ouais. Et là-dedans, elle se vide par moment, quoi. J'ai des trop-pleins. Vous exposez ici et là. Ici, là, à l'hôtel intercontinental, ces douceurs animales, vous avez fait porter aussi en plein cœur de Paris, sur le boulevard Haussmann, un certain nombre de vos sculptures, comme pour ramener justement ce sauvage en pleine ville. Ça, c'était un moment assez fort aussi dans votre œuvre. Oui, bon, on me force un petit peu la main parce que moi j'ai tendance à me cacher. Je fais ça parce que ça me paraît beau, je me le fais pour moi. Et puis de temps en temps, il faut sortir évidemment ces pièces de l'atelier. Ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de grandir. Puis il y a un risque de consanguinité, effectivement. Donc il faut les libérer un petit peu en ville ou en forêt, quoi. Puisque là, ils étaient dans le parc de Rosa Bonheur, le château de Rosa Bonheur. Oui. Donc ils ont été un peu en forêt après avoir été sur le boulevard Haussmann. Ils ont été prendre l'air. Si vous voulez bien, on va partager, parce que moi je suis sûre que vous avez énormément de questions et j'ai envie de vous laisser ce moment aussi pour vous. Michel Bassompierre, Laurent Gélin, Isabelle Autissier, vous avez là 3 personnalités si essentielles pour la cause qui nous réunit ce soir. Et avez-vous, je peux passer parmi vous, et voilà, je vais commencer avec vous, madame, des questions, parce que c'est toujours un joli moment. Questions, témoignages, ressentis, impressions. Je vous en prie. Déjà, je voudrais remercier le VVF de nous avoir invités et de nous permettre de voir l'œuvre de M. Bassompierre et le magnifique film de, j'allais dire Daniel Gélin, non, Laurent Gélin, c'est pas le même, que je trouve extraordinaire, vraiment. Moi, j'ai pas du tout trouvé qu'il y avait trop de détails. Je me disais, en fait, dans le monde dans lequel on vit, où on a quand même globalement pas beaucoup de respect pour la faune, est-ce que un moyen, ce ne serait pas d'acheter les terres, voilà, et de faire des espaces de liberté pour la faune, où il n'y aurait pas de chasse, où il n'y aurait pas de pièges, où il n'y aurait pas de braconnage. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans les Vosges, par exemple? Alors, ça peut faire partie des moyens. On le fait en partie, nous, au WWF France. Quand on repère un endroit avec une biodiversité tout à fait particulière et intéressante, qu'il y a la possibilité d'acheter des terrains suffisamment grands, parce qu'évidemment, si on achète 2 hectares pour un animal sauvage, ce n'est pas suffisant. Donc ça peut faire partie des moyens. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est jouer sur l'ensemble de la palette des moyens. Il y a ça, mais
si autour d'un endroit qu'on a acheté ou qu'on protège, ou d'un cœur de parc, quand c'est des parcs naturels et autres, si les gens qui habitent autour, si les activités qu'il y a autour, il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là, ça ne marchera pas. Donc on a aussi besoin de faire. On a besoin qu'il y ait des lois. Nous, on va continuer à se battre sur le groupe Lynx pour convaincre l'État français de pouvoir faire des réintroductions. Quand elles sont bien faites, il ne faut pas non plus les faire n'importe comment. Il faut que ce soit vraiment les scientifiques qui nous guident. Donc oui, ça peut être un moyen. Et par exemple, sur la forêt, on a développé depuis l'année dernière un programme qui consiste à identifier des forestiers, des gens qui possèdent déjà des forêts qu'on juge intéressantes d'un point de vue biodiversité. Vous ne savez pas ce que j'appelle la culture d'arbres, moi, c'est-à-dire pas les trucs en randonnion où il n'y a qu'une seule espèce, mais des forêts intéressantes. Et là, on collecte de l'argent pour proposer aux forestiers d'avoir une gestion environnementale, parce que s'il a une gestion environnementale, il ne va peut-être pas gagner autant d'argent que s'il coupe tout, qu'il met tout par terre et qu'il récupère le chèque. Donc on essaye de faire ça aussi, par exemple, de s'appuyer sur des gens qui ont déjà des forêts. On ne va pas forcément acheter la forêt, mais on va indemniser le forestier pour qu'il fasse vivre sa forêt. Ça ne l'empêchera peut-être pas de prélever de temps en temps des arbres, mais voilà, donc ça peut être aussi un moyen. Donc on essaye d'avoir des moyens différents, mais vous avez raison. Dans un certain nombre de cas, le fait de pouvoir protéger vraiment un endroit particulièrement intéressant, ça peut être une solution. Merci Isabelle en réponse à madame, et je crois que monsieur, vous pouvez apporter un complément de réflexion et d'information. Un petit complément. Oui, bonjour, Marc Giraud, je suis naturaliste et je fais partie d'une association qui s'appelle ASPAS, et justement on achète des terrains parce qu'on s'est aperçu, bon on se connaît, on s'est aperçu que l'État ne faisait pas son boulot, qu'on peut chasser dans beaucoup de parcs, qu'on fait bien des choses et que finalement la nature est très peu protégée, donc on prend... Nous, associations citoyennes, comme le WWF, comme d'autres, on achète des espaces. Et maintenant, on a beaucoup en Drôme et ailleurs, on a des bouts de montagnes carrément qu'on achète avec tout le monde peut, donc si vous avez 10 000 € à nous filer, enfin, tout est bienvenu, le moindre petit don. Et maintenant qu'on a des espaces, on essaye de faire des corridors justement entre, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des grands animaux qui passent. Chez nous, on a beaucoup de caméras pièges. Et donc, pour que la nature soit protégée, il faut que ça circule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. Sinon, juste un petit truc, parce que vous, Laurent, on se connaît, Michel Bassompierre, c'est un hymne à la beauté. Vraiment, même le chasseur d'ailleurs dit cet animal je le protège parce qu'il est beau. D'ailleurs, il y a des sculptures derrière lui sur sa cheminée. Et je voudrais dire qu'il y a des animaux qui ne sont pas forcément beaux à nos yeux. Il y a des mouches, il y a des fourmis, il y a des choses comme ça. Il faut aussi les protéger. Voilà. Absolument. Toute la biodiversité a besoin d'exister. Alors, je poursuis mon petit tour, ma petite déambulation. Vous voulez réagir tout à l'heure, madame? Bonsoir et félicitations pour cette soirée. Je voudrais m'adresser à Michel Bassompierre, qui, il y a 50 ans, était aux Beaux-Arts, moi aussi. Et j'ai évolué différemment. La sculpture est un art très, très difficile. Je sais que vous faites beaucoup de croquis. Combien de temps vous faut-il? Combien de croquis vous a-t-il fallu pour, par exemple, cette pièce? Et ensuite, combien de temps mettez-vous de la réalisation croquis jusqu'à la finalisation? Et dernière question, vous avez dit que vous aviez travaillé en silence. Et dans votre atelier, comment travaillez-vous? Donc c'est très technique et très précis. Voilà. Merci, madame. Michel. Alors. D'abord, dans mon atelier, je ne travaille pas. Je fabrique mes jouets. Bon. Non, tout dépend. Il y a une période où je faisais des très grandes pièces, des monumentales moi-même. C'était énormément de temps à passer. J'étais content, j'ai fait une énorme sculpture. Mais en même temps, pendant ce temps-là, je ne créais pas. Donc, maintenant, il y a des techniques modernes qui permettent de gagner du temps avec des machines, avec tout ça. Combien de temps il faut pour faire une sculpture? Entre le moment où il va sortir, entre le moment où il y a un croquis et le moment où il y a un bronze ou un marbre, c'est plusieurs mois. Plusieurs mois, la pierre, c'est long à tailler, tout ça. Donc, pendant ce temps-là, si je taille mes pierres, je ne fais pas autre chose, je ne fais pas de création.
Quant au bronze, bon, c'est une technique, je laisse aux techniciens, aux fonderies d'art, faire le travail. Je dirais il faut 3-4 mois pour accoucher complètement d'une pièce entre le croquis et tout ça. Des croquis, combien j'en ai fait? C'est pas par milliers, c'est par kilos de papier que... Quand j'étais petit, ma mère me filait des rouleaux je dessinais au dos des rouleaux de papier peint. C'était plat ventre par terre, je dessinais. Donc je déroulais les rouleaux. Bon, ma mère était artiste, mon père était scientifique, donc ça m'a aidé quand même dans ma construction artistique, quoi. Mais donc, des dessins, des milliers, des milliers, des milliers. Et dessiner, c'est comme à répéter une leçon. Ça finit par s'inscrire. Il n'y a plus de place pour le reste, mais il y a aussi une facilité. Il y a une facilité, ça s'est inscrit dans mon petit cerveau, quoi. Parce qu'il y a que je partage avec des Quatre autres personnes. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la Grâce question. à vous, madame, on en sait davantage. Bon. Merci, Michel. Chers amis, avez-vous des questions pour Laurent Gélin, pour Isabelle Autissier? J'arrive, madame. J'arrive, parce que je n'ai pas encore la vitesse du lynx. C'était vous, madame. Tout d'abord, merci à vous pour cette soirée qui est vraiment très réussie. Je m'adresse à Laurent Gélin. J'ai été surprise de voir dans le reportage que personne ne portait des gants pour approcher les petits ou même les lynx ou même une bête qui était morte. Et du coup, voilà, comment le lynx, lui, de son côté, perçoit ça. Parce que pour moi, je me dis, il y a un souci de montrer sa présence. Voilà, merci. Vous parlez par rapport à l'odeur du dérangement, quoi, en fait. Ouais. Alors c'est marrant parce que sur les animaux morts, quand je filme les gars de l'OFB, ils ont oublié de mettre les gants. Et une fois qu'on a fait la prise de vue, ils se sont dit on va se faire engueuler par nos chefs parce qu'on n'a pas mis les gants. C'est donc une erreur. Normalement, ils mettent des gants. Dès qu'il y a manipulation sur les chatons, alors vous les avez vus très gentils, les chatons, parce qu'en fait, c'est vraiment une période très particulière, c'est la 3e semaine de juin. En gros, les chatons naissent fin mai, début juin, et il faut les manipuler entre 3 semaines et 4 semaines. Si c'est trop tôt, ils sont trop petits, et puis les manipulations sont un peu dangereuses. Et si c'est 1 semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, on l'a fait une fois, on a fait l'expérience une fois, on s'en souvient, enfin surtout la vétérinaire. Parce que là, c'est plus du tout des chatons qui se laissent faire, c'est des petits diables et qui vous griffent lamentablement les bras. De toute façon, qu'on ait des gants ou pas, la femelle, lorsqu'on va remettre les chatons dans la tanière, va de toute façon savoir. Alors parfois, elle est là. Là, cette année, par exemple, j'y étais cette année, et la femelle était en train de nous regarder à une 30aine de mètres. Donc évidemment, elle sait qu'il y a du dérangement. Et si elle n'est pas là, elle revient, elle voit que l'herbe a été complètement couchée, elle voit tout de suite qu'il y a eu des rangements. Donc de toute façon, elle va prendre ses chatons et elle va les changer de tanière. Donc le dérangement, il existe. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire toutes ces manipulations, endormir les animaux, les changer même de pays, puisqu'il y a certains animaux qui sont allés en Allemagne. Oui, il y a très clairement des dérangements. Même le collier émetteur dérange. Mais le prix à payer est, je pense, beaucoup plus important, puisqu'on n'est plus dans l'ignorance, mais on est dans la connaissance. Et ça, c'est des vrais arguments pour les détracteurs, notamment des grands prédateurs. Petite question, la femelle n'attaque jamais l'homme pour protéger ses petits? Non. Alors moi, j'ai eu une expérience, la seule expérience que j'ai eue sur les 15 ans, c'est un jour où j'entends le mâle, alors pour le film cinéma cette fois-ci, donc pas le documentaire, j'entends le mâle qui appelle, je vais dans un endroit, j'attends, et en fait, je réentends un appel, et je me dis le mâle est en train d'arriver, donc je suis avec ma caméra, et je suis sous un filet de camouflage, et en fait, j'entends juste derrière moi, à 5 mètres derrière moi, j'entends... Et ça, j'avoue que j'étais assez surpris. Donc, je me retourne tout doucement et je filme. Et en fait, je ne reconnais pas le mâle, mais je reconnais la femelle. Et la femelle, en fait, voyait une espèce de tas de feuillage qui bougeait légèrement.
Et elle s'attendait à avoir un très beau mâle tacheté. Elle a vu un pauvre vidéaste tout trempé. Et donc, c'est le seul moment où elle est venue avec une forme d'agressivité, puisqu'elle venait. Mais dès que j'ai retiré le filet, elle a vu que c'était un humain. Et là, d'une façon d'ailleurs très vexante, m'a regardé d'une façon très hautaine et est repartie comme ça. Tout ce camouflage. Mais c'était vraiment le moment où je la filme, effectivement, elle râle sur moi, elle a des yeux ronds comme ça. Mais c'est pas de l'agressivité, c'est juste parce qu'effectivement, elle est dérangée sur un site où elle était censée retrouver son Roméo. Merci Laurent. Avez-vous d'autres questions? Je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors attendez, madame d'abord. Savoir comment on reconnaissait les mâles des femelles comme ça. Est-ce que c'est ceux qui ont des petits trucs sur les oreilles? Les petits toupets sur les pas. oreilles. Non, le mâle et la femelle se ressemblent terriblement en fait. Normalement, globalement, le mâle est un petit peu plus costaud que la femelle. Mais sur certains secteurs, j'ai des femelles qui sont très costauds. Et par conséquent, après, visuellement, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, même si Michel, tu es meilleur que moi à ce niveau-là. Mais il y a 2-3 petites choses qui font qu'on voit que c'est un mâle. Et il y en a qui ont des trucs sur les oreilles. C'est là, pas les des oreilles, poils. madame. C'est pas les oreilles. Non, d'accord, mais... Comment s'appellent les poils sur les oreilles? C'est des petits toupets. Ouais, alors toupets. là, il y a plein de théories sur les pinceaux qui sont sur le haut des oreilles. Là, j'ai beaucoup quand je fais des présentations, les enfants me disent mais à quoi ça sert ces petits pinceaux sur les oreilles? Il y a différentes théories. A priori, ce serait plutôt pour l'approche. C'est des animaux qui chassent à l'approche et ils doivent sentir le vent, notamment face à eux, pour pas se faire sentir. C'est ma théorie à moi, mais Ou alors c'est pour martyriser le sculpteur, parce que les petits pinceaux, oui, hein, ouais, ça doit être le assez petit toupet, Michel, parlons-en. Je ne suis pas peintre. Pas tous ça, donc c'est parce qu'ils sont plus jeunes et que ça va pousser après. Ouais, alors les tout petits chatons, ils en ont un petit peu, mais si, tous les lynx. Il y a une grande curiosité sur le toupet, quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bon. D'autres questions, chers amis? Isabelle Autissier, Michel Bassompierre sont encore avec vous pour quelques instants. Monsieur. Merci, bonsoir à tous. Ma question s'adresse à Maître Bassompierre. Dans votre travail, il y a énormément de rondeur, il y a énormément d'ingénuité. Vous occultez un petit peu le côté sauvage de la nature. Est-ce votre culture, votre caractère? Est-ce volontaire ou est-ce improbable? Quand j'étais plus jeune, je pensais plus à représenter l'animal. Tel animal, l'animal. Et puis, le temps a passé. Et maintenant, c'est le sculpteur qui s'amuse le plus. C'est-à-dire que l'animal, je le connais tellement que j'oublie. Il n'est qu'un prétexte pour faire du volume, pour faire des lignes, pour faire des plans, et ainsi de suite. Donc, c'est le sculpteur qui a le dernier mot. Et le sculpteur, comme je ne suis pas un violent, je cherche plutôt la forme douce pour que comme je dis toujours, que la lumière ne vienne pas heurter l'ombre et inversement. Donc, la rondeur. D'ailleurs, on a plus envie de poser la main sur quelque chose de rond que sur quelque chose de pointu. Donc, la rondeur attire la main, elle attire l'esprit aussi. Bon, voilà, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Ça doit correspondre à mon caractère. Merci, Michel. Encore une ou deux petites questions et après, je laisserai Guillaume Bassompierre clore la soirée. Je vous laisse encore quelques minutes. Voulez-vous profiter d'un petit instant? Oui, madame. J'arrive au bout de la salle. Je signale que... Alors, oui, on en parlera avec Guillaume des œuvres, parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore sur l'endroit où les trouver. Madame, bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour la soirée. Vous avez dit qu'il y avait une différence de politique de protection entre l'Allemagne et la France. Il n'y a rien à l'échelle européenne pour la protection des lynx? Alors oui, enfin, selon la Convention de Berne, c'est un animal qui est strictement protégé, hein, théoriquement. Après, c'est effectivement des politiques nationales pour des projets de réintroduction, par exemple. Après,
l'Allemagne, par exemple, a une politique actuelle de réintroduction du lynx qui est, je crois qu'ils ont 3 projets en cours. Et effectivement, c'est complètement bloqué en France. Donc non, il n'y a pas de... Mais vous avez raison, il devrait y avoir, pourtant, sous couvert de projets européens, puisque c'est des projets Wildlife, il devrait effectivement y avoir des projets internationaux, puisque on le disait tout à l'heure avec Isabelle, c'est qu'il faudrait en fait des connexions, notamment entre la forêt noire, les Vosges, le Jura et les Alpes, pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une métapopulation. En fait, si on ne voulait plus toucher du tout, s'il ne devait plus y avoir d'intervention humaine sur la préservation du lynx boréal, il faudrait une métapopulation de 1000 individus, 1000 adultes. Or, on en est à 150. Donc, vous imaginez bien que là, on n'a pas du tout le territoire possible. Donc, effectivement, s'il y avait des grosses interconnectivités entre ces gros massifs forestiers, mais je compte sur le WWF pour le faire. Oui, Oui, mais Isabelle. c'est intéressant l'idée européenne. Vous savez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau mondial, c'est le classement des espèces. C'est l'Union internationale de la conservation de la nature qui, grâce aux scientifiques, évalue les populations avec des degrés de dangerosité, d'extinction, enfin de risque d'extinction des populations. Et puis, qui régule aussi le commerce, l'interdiction du commerce de certaines espèces, etc. Donc ça, c'est au niveau mondial. Après, il y a le niveau national, où finalement chaque pays peut quand même faire ce qu'il veut. Et puis entre les deux, nous, on a le niveau européen sur lequel, effectivement, nous, on essaye beaucoup d'influer, parce que quand même, on représente 28 pays, donc c'est pas rien en termes de surface, en termes d'espèces. Mais c'est vrai que c'est toujours un combat. Là, en ce moment, par exemple, on se bat beaucoup parce que l'Union européenne veut descendre le statut de protection du loup, qui normalement était protégé par l'Union européenne, enfin dans les lois de l'Union européenne. Donc c'est un combat qu'il faut toujours mener. Mais c'est vrai qu'on voit des politiques extraordinairement différentes. On le voit par exemple en Espagne et en France sur l'ours. Voilà, en France, c'est quand même très, très, très difficile, alors que quand on passe la frontière, quand on va de l'autre côté des Pyrénées, les populations d'ours se portent bien et on arrive à avoir des cohabitations beaucoup plus harmonieuses. Donc oui, il y a vraiment plusieurs niveaux, et le niveau européen, il faut vraiment qu'on arrive à le pousser en avant. Ça dépend de nous aussi, hein, parfois. Il y a des pétitions au niveau européen, il y a des mouvements au niveau européen qui peuvent pousser en avant. Merci beaucoup pour ces échanges, pour votre curiosité, puis pour les mots que vous avez aussi adressés à nos invités ce soir. Isabelle Autissier, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci, Michel. La beauté de cette association WWF. Vous avez des représentants ici aussi. Merci à Laurent Gélin, dont on a découvert une partie de l'œuvre. Et cher maître Bassompierre, merci infiniment de ce que vous nous avez offert ce soir. Guillaume, je vous en prie, le temps de vous dire qu'une quinzaine d'œuvres de Michel Bassompierre sont disséminées. C'est comme une enquête. Je l'ai retrouvé dans cet hôtel intercontinental. Ils sont 15 tapis nichés, cachés à vous attendre, parce que cette rondeur attire en effet le regard et l'empathie. Michel Bassompierre, Douceur animale, jusqu'au 16 novembre. Je vous laisse, cher Guillaume, conclure cette soirée. Merci encore de nous avoir conviés déjà. C'est moi d'abord qui remercie tous les gens qui ont fait l'effort de venir nous voir ce soir. Merci beaucoup Wendy d'avoir animé magnifiquement la soirée. Merci Isabelle d'avoir quitté la belle région pour venir jusqu'ici. Merci Laurent d'avoir quitté ton beau pays pour venir jusqu'ici. Merci papa de m'avoir fait. Et puis, tu regrettes pas, ça va. Non, en tout cas, merci à tous. Merci surtout aussi aux équipes de l'Hôtel Intercontinental. Je pense à Christophe, à Camille, à Olivier qui a tout géré ce soir. Merci aux équipes techniques aussi qui ont fait une soirée incroyable. On a rarement des conditions techniques aussi superbes. Et puis, je voulais vous dire que vous pouvez effectivement retrouver une quinzaine d'œuvres plus ou moins cachées dans ce très bel hôtel. Il y en a qui sont très visibles quand même, vous pourrez voir.
Et puis après, eh bien, on peut vous donner rendez-vous sur tout un tas d'autres événements qu'on va avoir dans l'année à venir. Le prochain va être à Nantes, pas loin de là où l'ours se cache, où on a une grande exposition. On se rapproche de la tanière. Une grande exposition. Après, une autre exposition. Donc ça va être mi-novembre. Une autre exposition fin décembre à Marrakech, à la Mamounia. Et puis... Et Nantes, ça vous faisait pas? Waouh! Et puis après, plusieurs autres événements, je ne sais pas trop. Et surtout, on se retrouve après à New York en mai 2025. Oui, waouh! Pour une exposition qui va durer 1 an sur Park Avenue, qui va être... Waouh! Mais Nantes, c'est très bien aussi. Voilà. Merci à tous et bonne fin de soirée.